Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire. Donc, c'est webinaire de la C6, la cellule d'expertise et de coordination d'insuffisance cardiaque sévère. On est heureux de vous retrouver. On espère que vous avez quand même bien dormi malgré la tempête et on va donc tout de suite lancer ce webinaire. Mais avant de commencer, je voulais encore remercier les laboratoires Novartis et notamment Stéphanie Rochette et Célia Cerdan qui nous permettent de faire ce webinaire et de vous connecter tous partout en France et aussi en francophonie. Vous étiez très nombreux la semaine dernière, j'espère que vous avez l'être aussi cette fois-ci. Vous étiez aux 34 centres avec beaucoup de cardiologues, de cadres et de paramédicaux connectés vraiment dans toute la France et également en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Donc voilà, nous allons pouvoir commencer. Donc, le programme de la journée, ça sera dans une première partie avec Armelle Duchesne qui vous présentera la réglementation, la formation des paramédicaux et l'adhésion au protocole de coopération. Et si vous vous demandez encore pourquoi monter une C6 dans votre centre, Thibaut y répondra dans une deuxième partie. À tout de suite. Alors, bonjour à tous. Donc, Armelle Duchesne, s'il y en a qui n'étaient pas connectés la semaine dernière et qui se connectent cette semaine. Donc, je suis Armelle Duchesne, je suis cadre de santé et chef de projet depuis un an pour l'article 51 sur la PHP. Donc, je vais vous présenter ce matin les aspects réglementaires, l'impact sur la formation et la prise en main de ce protocole de coopération et finalement l'adhésion et ce qui se passe une fois qu'on est en routine sur le protocole de coopération. C'est une présentation assez conséquente, donc surtout vous n'hésitez pas à poser les questions sur le chat au fur et à mesure. Si les questions sont nombreuses sur les premières parties, on fera une pause au milieu. Donc vraiment mettez vos questions au fur et à mesure. J'insiste pour qu'on puisse répondre au mieux à toutes vos questions et n'attendez pas la fin. Alors, il y a 5 objectifs à cette présentation et donc 5 axes qui déclinent ces objectifs. Comprendre le cadre réglementaire d'un protocole de coopération en général, parce qu'il s'agit déjà de comprendre le cadre global des protocoles de coopération. Ensuite, spécifiquement celui de l'insuffisance cardiaque, dont vous avez déjà bien compris ce qui pouvait se passer la semaine dernière, mais on va préciser ces actes dérogatoires pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Ensuite, les aspects réglementaires de l'exercice de la télésurveillance, qui est une partie, vous avez entendu la semaine dernière aussi, de ce protocole de coopération, mais la télésurveillance a tout un champ réglementaire propre à la télésurveillance. Comprendre les enjeux de la formation, du coup, et repérer les étapes de la démarche d'adhésion et de la mise en pratique. Je passe sur le plan qui rejoint tout à fait ces objectifs. Donc, l'axe 1, législation, réglementation des protocoles de coopération. Alors, le postulat de départ, M. Hittinger, vous avez montré cette slide la semaine dernière. Ce qu'il faut repérer ici, c'est que l'article 51 de la loi HPST, c'est le socle du protocole de coopération dans quelle que soit la pathologie. Donc, article 51, quand on parle d'article 51 aujourd'hui, ça crée une confusion puisqu'on parle de l'article 51 de la loi de finances de 2017 pour 2018. Ça n'a rien à voir. Là, c'est l'article 51 de la loi HPST 2009. Qu'est-ce qu'il dit cet article 51? Il dit que les professionnels de santé, donc quels qu'ils soient, quel que soit le type de profession, peut s'engager, chaque mot est important, à son initiative dans une démarche de coopération. Et cette coopération a différents objets, le transfert d'activités ou d'actes de soins et la réorganisation qui, dans tous les cas, est nécessaire dès lors qu'on revoit une façon et des modalités d'exercice. Il y a des limites, évidemment, à tout ça. Ces limites, elles sont de 3 ordres qui paraissent évidentes, mais qu'il faut bien avoir en tête. Les connaissances, l'expérience et le cadre du protocole en lui-même qui cadre vraiment très précisément le début, la fin, ce qui se passe au milieu et les interférences. Alors, quel est l'intérêt? Oula, oups, excusez-moi, ça va trop vite. Alors, pourquoi déroger? Optimiser les parcours, je passe assez vite là-dessus. Économiser du temps, c'est surtout ça, en fait, ces éléments-là, pour les avoir en tête. Ce qui est important, c'est aussi pour vos tutelles, pour avoir des moyens, c'est vraiment, et puis pour pas vous dérouter, le but, c'est vraiment d'optimiser le temps de chacun, délégant, délégué. Donc, on n'a pas encore utilisé trop ces mots-là. Délégant, c'est celui qui donc est le sachant de départ, celui qui est compétent, en l'occurrence ici le cardiologue, et délégué l'infirmier, et donc à qui on va transmettre ses compétences.
délégants et délégués doivent gagner du temps à la fin pour la pratique de leurs soins auprès du patient. Et reconnaître l'évolution des frontières entre les métiers, parce qu'on sait très bien que même avant qu'on écrive le protocole de coopération, il y avait des pratiques qui se faisaient par évidence de besoin, où on pouvait parfois être un peu sur une limite entre l'exercice légal de la pratique infirmière et de la pratique médicale. Donc, un protocole de coopération a aussi pour ambition de poser les choses dans un cadre légal et que tout le monde travaille en sécurité et de façon correcte et réglementaire. Tout ça implique, j'insiste, sur une nouvelle organisation du coup médico-soignante. Alors, quand on écrit un protocole de coopération, je ne sais pas pourquoi ça va si vite, il y a plusieurs façons d'écrire un protocole de coopération. Il peut être local ou national. Donc, c'est depuis 2019, ça a un peu changé. Je vous passe les détails de ce qui s'est passé précédemment, qui était le cadre dans lequel on s'est inscrit. Aujourd'hui, c'est local ou national. Si c'est local, c'est validé par la CME, le comité d'établissement. Et donc, ça peut avoir lieu que dans cet établissement. Et si c'est national, c'est le Comité national des coopérations interprofessionnelles qui est une antenne de la DGOS. Et donc, c'est ce comité-là qui va valider un protocole pour qu'il soit diffusé et donne un arrêté d'autorisation, du coup, à ce moment-là, national. Les grandes caractéristiques des protocoles de coopération. Transfert et réorganisation d'activités, on l'a déjà dit. Donc, acquisition de nouvelles compétences. Modalité, une procédure dérogatoire. Là, c'est pour que vous ayez tous les jargons qui environnent cette pratique-là. La démarche, elle est volontaire. Donc, à aucun moment, on peut imposer à un membre d'une équipe, sous prétexte qu'il est dans cette équipe, d'appliquer ce protocole de coopération. Chaque membre de cette équipe doit être volontaire lui-même, en son nom propre, pour appliquer ce protocole de coopération. Des obligations, bien sûr. Donc, il faut adhérer à ce protocole. Il y a toute une démarche d'adhésion, on va en parler tout à l'heure. Et recueillir le consentement des patients. On le sait tous dans nos activités du quotidien. On recueille le consentement. Là, vous allez voir, on va parler de plusieurs consentements ce matin. Là, je parle du consentement du patient à être pris en charge par un infirmier en lieu et place du médecin pour certains actes, notamment la télésurveillance, la gestion de ses alertes, pour la titration, que ce soit concrètement l'infirmier qui prescrive les médicaments et qui les optimise en lieu et place du médecin. Il faut que le patient, ce soit clair pour lui que c'est bien un infirmier qui est en face de lui et que c'est dans le cadre d'un protocole de coopération, etc. Les limites, encore une fois, on les a dit tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. Les ordres décisionnels, vous en avez déjà entendu parler. Alors, les prérequis à tout protocole de coopération, cette slide, je vous la présente parce que même si le protocole, en l'occurrence, est déjà écrit pour nous sur l'insuffisance cardiaque et donc pour vous, si vous choisissez d'y adhérer, il faut repasser par toutes ces étapes, je pense, comme si vous alliez vous-même écrire ce protocole de coopération pour ne pas se fourvoyer sur vos objectifs de départ. Donc, choisir le thème et définir quel acte dérogatoire. Vous avez vu qu'il y a plusieurs actes dérogatoires dans le protocole d'insuffisance cardiaque. Quels sont ces actes-là qui vous intéressent? Est-ce que ça couvre tous les actes que vous auriez voulu déléguer? Une partie où vous auriez besoin de plus? Il faut vous poser la question au départ. Étudier la faisabilité. Est-ce que vous avez bien les effectifs? La formation, ça veut dire quoi? Combien de jours chacun va partir sur se former? Du point de vue théorique et du point de vue pratique pour le compagnonnage. L'environnement, ça passe par un bureau, tout simplement un PC, poste de travail. Pour une infirmière, c'est pas si évident dans des structures hospitalières, en tout cas, qu'on pense, d'emblée, c'est pas naturel d'imaginer qu'une infirmière a besoin d'un bureau pour elle-même, un numéro de téléphone direct, etc., sauf quand il y a des infirmières de coordination, mais voilà, faut y penser, il faut l'organiser. Identifier très tôt qui seront les délégants et les délégués. Souvent, c'est bien que ce soit tous les membres, tous les cardiologues d'une même équipe qui soient les délégants, mais en tout cas, il faut se poser la question qui sera les délégants, qui seront les délégués, pardon. Et il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, qui est le correspondant de l'ARS, c'est donc référent, un référent d'équipe, si vous voulez, qui peut être un des membres des délégants des délégués, qui peut être souvent le cadre, qui peut être une personne référente dans un établissement des protocoles de coopération. Et donc, ce correspondant ARS, c'est lui qui va concrètement colliger les données pour les transmettre à l'ARS, pour constituer le dossier, mais c'est aussi lui qui va suivre l'équipe s'il y a un départ et une arrivée d'un nouveau délégant, un nouveau délégué, etc. Donc, mettre à jour tout ça. Donc, il doit quand même être assez proche de l'équipe.
Informer, recueillir l'accord des directions, c'est important d'y penser aussi très tôt, ne pas attendre que vous ayez fait tout le process pour arriver à la fin à demander à la direction, au fait, est-ce que vous êtes d'accord? Ça paraît un peu évident quand je le dis là, mais je le constate très souvent, ça arrive souvent trop tard et ça peut vraiment freiner la chute de l'histoire. Donc, il faut en parler très, très tôt pour envisager, même dans les instances, là, je parle beaucoup de milieux hospitaliers, il y a aussi des libéraux, donc il y a d'autres structures, mais en tout cas, autour de soi, se poser la question de quels sont les membres autour de soi qui doivent valider, accepter qu'une pratique se fasse dans son giron. Donc, il faut en parler très tôt et présenter le projet. Analyser l'impact sur l'organisation. Alors, je précise toujours l'organisation, les organisations et les projets. On a parfois tendance à regarder du coup ce qui va se passer autour de la cardiologie, éventuellement des urgences, mais on ne va pas forcément regarder l'impact global. Or, on parle d'un parcours patient, il va y avoir un impact à plein de niveaux différents. Il peut y avoir un impact sur le parcours gériatrique, effectivement sur le parcours des urgences. Il y a des interférences de projets aussi. Je vois par exemple sur la PHP, il y a un projet qui s'appelle Zéro Brancard, que je donne comme exemple, qui se fait aussi dans d'autres régions. Forcément, il y a une influence puisque le but, c'est d'éviter le passage aux urgences. Donc, vous voyez, il y a beaucoup plus, il faut voir beaucoup plus loin et se poser ces questions d'impact sur l'organisation du service, les organisations du service autres, puisque du coup, il y a des infirmiers qui vont avoir une position différente et donc il faut que tout ça soit le plus clair, le plus transparent et l'envisager très tôt pour ne pas se fourvoyer. Les derniers points, je passe parce que ça paraît évident, respecter le cadre, valider les nouveaux acquis. Alors, il faut quand même se dire que voilà, il y a bien un moment donné, il faut quand même que le délégant s'assure et voit bien que l'infirmière est compétente, elle a bien acquis ses compétences, et l'infirmier a besoin d'entendre du cardiologue et des cardiologues qu'elle est réellement compétente ou il est réellement compétent et que ça va très bien se passer. Particularité du protocole de coopération insuffisance cardiaque. Alors en fait, il y a eu un contexte favorable, c'est que globalement, les protocoles de coopération mettent entre 2 et 10 ans parfois, avant d'aboutir, voire ils aboutissent jamais. Celui-ci a été quand même assez rapide et en fait, on a eu la chance de tomber dans un créneau de temps où il y a eu des priorités nationales qui ont été définies. Et ces priorités nationales, c'est globalement les pathologies chroniques. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit le chevauchement avec les pratiques avancées, évidemment. Donc, on retrouve le diabète, les pathologies respiratoires, etc. Et donc, la pathologie cardio-neurovasculaire. Pourquoi je vous en parle? C'est juste pour expliquer pourquoi ça a été si vite par rapport à d'autres protocoles de coopération. Donc, l'HAS avait une exigence à ce moment-là de rendre réponse dans un délai de 6 mois, là où avant, c'était 18 mois. Donc, on a vraiment eu une périodicité, on va dire, qui était beaucoup plus courte qu'on aurait pu l'imaginer au départ. Là, c'est pour, voilà, j'aime bien savoir, enfin, en général, on sait où on va quand on sait d'où on vient. Donc, c'est un peu la chronologie de ce qui s'est passé. Je passe très vite. L'écriture, on a commencé la lettre d'intention en novembre-décembre 2017. Ça nous a pris à peu près 2 mois. Mars 2018, l'ARS a dit « Ok, vous pouvez écrire ce protocole de coopération ». On a passé à peu près 6 mois à le rédiger. Donc, on a tout écrit du début à la fin, de la première ligne à la dernière ligne, à 4 têtes avec Michel, que vous n'avez pas vu, et Sandrine, que vous avez vu la semaine dernière, donc 2 infirmiers, Diane Baudès, cardiologue, et moi-même. On a vraiment tout rédigé tout le temps ensemble. Et c'est ce qui a fait vraiment la force, je pense, de ce protocole de coopération et qui a grandement aussi contribué à cette rapidité. Septembre 2018, il y a une commission d'avalisation, là c'est propre à la PHP. En tout cas, c'est passé dans les mains de l'ARS et déposé sur la plateforme HAS à l'époque. Aujourd'hui, ce serait la commission des GOS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Octobre 2018. Là, on passe sur un premier collège. Ah, je vois que ça passe pas très bien, la couleur, mais en tout cas, il y a eu un premier collège avant l'été 2019. Puis, on nous a demandé de faire des modifications, notamment, je vous donne pour exemple l'arrêt des antihypertenseurs. Au départ, nous avions prévu que les antihypertenseurs, l'infirmier puisse arrêter les antihypertenseurs si, en optimisant les bêta-bloquants, eh bien, évidemment, il n'y avait plus besoin de ces antihypertenseurs. Donc, là, il est obligé d'appeler le délégant quand même. Donc, c'est ce genre de modification qu'on a faite. Dès la sortie de l'été, on a pu le renvoyer, on va dire, pour le deuxième collège. Et finalement, nous sommes arrivés à cette fameuse arrêté d'autorisation le 27 décembre 2019. Depuis, vous tous, vous pouvez, à condition de certaines, en respectant certaines conditions dont on va parler, pouvoir adhérer à ce protocole de coopération et donc il est national.
Aujourd'hui, nous avons évidemment Mondor, qui a été le premier à adhérer au protocole de façon officielle. Lariboisière, Ambroise Paré, qui sont donc des hôpitaux parisiens, puisqu'ils ont été formés très tôt. Mais on a aussi Toulouse qui est en train d'adhérer, Bichat, Châlons qui va pas tarder, Toulon, etc. Donc, ça fleurit, il y a 45 infirmiers qui sont formés aujourd'hui. Et nombre d'entre eux qu'on a vus notamment encore vendredi dernier sont très bien partis. Et il y en a aujourd'hui présents connectés qui pourront peut-être apporter leur témoignage tout à l'heure et qui avancent bien sur leur compagnonnage. Alors, le protocole de coopération insuffisance cardiaque, il a un titre qui est long, c'est toujours un peu long. Pourquoi je vous l'ai mis ici, c'est que cette slide, vous allez la récupérer bien souvent, autant que vous pouvez et autant que nécessaire, notamment pour mettre en bas des ordonnances, en bas des comptes rendus, etc., pour stipuler le cadre dans lequel cet infirmier se permet de signer un compte rendu médical, enfin, qui a l'apparence d'un compte rendu médical et qui en est un, qui en a la structure, qui se permet d'écrire une prescription et de donner directement la prescription au patient. Donc, il faudra mettre en bas de page, préciser que cette infirmière exerce dans le cadre de cet arrêté du 27 décembre 2019 qui s'appelle tel que et avec le numéro NOR qui est le numéro de référence du protocole de coopération. Voilà. Les objectifs du protocole de coopération, Monsieur Ittinger, vous avez aussi transmis cette slide. C'est juste pour vous dire, je vous ai mis sur tous ces transparents les références de pages dans le protocole de coopération qui fait quand même une 50aine de pages, voire plus, et qui a une structuration, qui a une forme qui est imposée. Donc, l'exercice est imposé sur le formatage donc ceux qui l'ont ouvert. Vous avez vu que c'est quand même pas super agréable à lire. Il y a toute la partie gauche qui est le pourquoi il y a ce qui est écrit à droite, en fait. Et donc, ce qui vous intéresse, c'est ce qui est écrit à droite. Donc, en fait, chaque page, on n'en lit que la moitié. Donc, je vous ai mis les pages de référence pour, si vous avez besoin, d'y retourner. Cette slide aussi vous permet de retourner auprès de vos instances et de vous en servir un peu clé en main. J'ai rajouté, au-delà de ce qui est écrit dans le protocole, pour l'institution des arguments qui sont quand même importants et qui font écho pour ouvrir les oreilles, des oreilles attentives autour de vous. Il y a des mots-clés quand même à utiliser, qui sont les mots du moment et qui sont dans la plupart des projets d'établissement aujourd'hui et des projets aussi de région. Le développement de l'innovation santé, le développement des pratiques avancées de la coopération, les réponses aux attentes, parcours de soins avec toutes les accréditations et certifications qui sont en train de redémarrer. C'est vraiment des mots clés importants et qui sont complètement socles de ce protocole de coopération. Donc, c'est pas du tout vendre quelque chose qui n'existe pas, c'est tout à fait l'esprit de ce protocole de coopération. Il faut juste bien penser à mettre ces mots-là en avant parce que vraiment, c'est ce qui ouvre les oreilles de vos tutelles. Que va faire l'infirmier qu'il ne pourrait pas faire sans ce protocole de coopération? Donc, c'est là où ça devient important de bien situer. Donc, il y a 3 catégories d'actes dérogatoires. La réalisation, donc, quand on dit dérogatoire, je reprécise vraiment très rapidement, c'est que les infirmiers ont des décrets d'actes, en fait, qui définissent tous les actes qu'un infirmier peut faire. Quand on parle donc d'actes dérogatoires, c'est tout ce que l'infirmier, d'après ces textes, n'a pas le droit de faire. Dès que ça dépasse ces textes-là, on est dans des actes dérogatoires. Donc, réaliser une consultation médicale, qu'elle soit en présentiel ou à distance, est dérogatoire. Et vous avez vu, ça peut être une consultation de titration pour l'optimisation des médicaments, donc ils vous ont parlé la semaine dernière, et ça peut être une consultation non programmée dans le cadre du protocole en cas de décompensation cardiaque stricto sensus. C'est-à-dire que le but d'une consultation non programmée par une infirmière de protocole de coopération, c'est de définir si oui ou non le patient est en décompensation cardiaque. S'il est en décompensation cardiaque, d'agir dans les limites de ce qu'elle peut faire avec le protocole. S'il n'est pas en décompensation cardiaque, d'orienter le patient. Deuxième catégorie d'actes dérogatoires, la télésurveillance. Dans la télésurveillance, on parle beaucoup de télésurveillance de plus en plus aujourd'hui et tant mieux. Ce qu'il faut voir, les actes dérogatoires qu'il y a dedans, c'est poser l'indication, qui est un acte médical. Une infirmière ne peut pas dans son socle aujourd'hui poser l'indication d'une télésurveillance. Prescrire, évidemment qu'elle ne peut pas, et donc avec le protocole, elle peut prescrire cette télésurveillance. Recueillir les alertes, ça, toute infirmière peut le faire, toute infirmière polyvalente peut le faire, qu'elle soit infirmière de pratique avancée ou polyvalente. Par contre, prendre une décision sur la conduite à tenir en cas de décompensation, ça, c'est un acte dérogatoire qui est donc inclus dans ce protocole de coopération. On arrive à l'orientation médicale des patients. Ce qui est important de situer ici, c'est qu'une infirmière peut, dans sa pratique quotidienne, orienter un patient vers une psychologue, par exemple, vers une autre infirmière,
vers enfin, voilà, différents professionnels de santé. Par contre, elle ne peut pas faire une orientation d'un patient vers un autre, enfin un spécialiste pardon, médical. Typiquement, si je prends l'exemple du diabète, elle ne peut pas faire un courrier qui s'adresse directement à un diabétologue pour dire voilà, je constate que monsieur tel a un souci avec son diabète, son diabète n'est pas équilibré ou il n'est pas à l'aise, etc. Peu importe. Elle peut aussi, par exemple, un autre exemple d'orientation, prescrire un bilan diététique. Une infirmière ne peut pas aujourd'hui prescrire, parce que c'est une prescription, un bilan diététique. Avec le protocole de coopération, pardon, elle peut le faire. Ça, c'est une marguerite, comme certains aiment l'appeler, que vous avez certainement vu dans différents congrès, parce que je l'avais faite assez tôt. Donc, pour situer où il y a les actes dérogatoires. Donc, à chaque fois que vous voyez cette petite pastille protocole de coopération, c'est-à-dire que ce n'est pas faisable sans protocole de coopération. Donc, on retrouve notre télésurveillance, la titration, l'orientation dont on vient de parler, la consultation programmée. Ce qui est important de situer, ce sont les ponts. C'est là qu'on va gagner du temps, énormément de temps. Entre télésurveillance, quand on oriente un patient pour la télésurveillance, c'est possible que l'infirmière se dise « Ah, mais finalement, son traitement n'est pas optimisé, il pourrait l'être ». Donc, elle va elle-même pouvoir décider de l'inclure en titration et commencer sa titration. Elle va aussi, pendant l'accompagnement thérapeutique, découvrir certaines choses et pouvoir agir. Par exemple, elle va faire de l'accompagnement thérapeutique pendant une consultation de titration et puis se dire « Ah, mais ce serait bien de le télésurveiller, lui en parler et trouver que, ah bah oui, on va pouvoir continuer pendant 6 mois à se connaître et à avancer sur votre propre connaissance et aller vers l'autonomie de votre prise en charge de votre insuffisance cardiaque, monsieur. » Donc, lui prescrire directement la télésurveillance. Quand on regarde en bas, il y a forcément une permanence téléphonique qui est obligatoire dès lors qu'on rentre dans cette activité-là. Il faut vraiment penser à cette ligne téléphonique qui est quand même fondamentale dans tout ce circuit pour que le patient ne court pas justement après quelqu'un quand il sent que ça ne va pas très bien. Et donc, elle va forcément déclencher une consultation non programmée si ça ne va pas bien, que ce soit parce qu'il y a une alerte de télésurveillance ou pas. Donc, elle va pouvoir elle-même décider cette consultation non programmée et faire venir le patient ou en tout cas le gérer à distance si cela suffit. Et l'orientation, je vous en ai déjà parlé plein de fois. L'évaluation cardio-gériatrique, on n'en a pas trop parlé, mais c'est indépendant aussi qui est prévu dans le protocole de coopération. L'infirmière va pouvoir réaliser une estimation de sa fragilité par des échelles comme qu'on utilise comme au niveau de Mondor, qui est l'échelle SEGA, ça pourrait être une autre. En tout cas, une évaluation gériatrique qui permet de mesurer un niveau de fragilité et d'orienter vers un gériatre, ce qui peut complètement jouer sur le pronostic, vous le savez, du patient. Et en tout cas, c'est, on va dire, sa qualité de vie à la maison. Les compétences, elles sont, je vous ai mis encore une fois, donc les pages où on retrouve ces compétences, elles sont divisées en deux parce que les arbres décisionnels entre les deux, c'est là où ça devient difficile et fastidieux de lire ce protocole. Donc, vous avez toute la partie consultation qui est sur les pages 4 et 6 et la partie télésurveillance qui est plus loin sur la page 11. En pratique, qu'est-ce qu'elle va concrètement faire cette infirmière? Elle va lire le dossier d'un patient d'une façon différente qu'elle le faisait jusqu'alors, puisqu'elle va chercher à réaliser vraiment une anamnèse avec une vision médicale et dans une idée de prescription derrière, potentielle. Et elle va recueillir et tracer le consentement, et ça, c'est vraiment un acte médical qu'une infirmière ne peut pas faire seule. Et donc, accepter l'inclusion. Au niveau des ECG, elle va pouvoir prescrire le CG. Si elle le fait elle-même, c'est comme un médecin qui va faire lui-même le CG, il ne va pas s'auto-prescrire, mais si c'est quelqu'un d'autre, elle peut prescrire un ECG, donc c'est prévu. Elle va l'interpréter et il y a toute une méthodologie. Donc, pendant la formation, il y a tout un socle là-dessus. Il ne s'agit pas de lire un ECG comme un cardiologue va lire un ECG, ce n'est pas ça du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de pouvoir discriminer certains aspects d'un ECG et surtout pouvoir comparer deux ECG pour pouvoir alerter si besoin et repérer par rapport aux médicaments qu'elle va elle-même prescrire les incidences sur cet ECG. Donc, c'est très orienté, encore une fois. Prescrire, analyser des bilans biologiques. Donc, si je vous ai remis tout ça, c'est parce que les termes sont importants quand on écrit le protocole. C'est que elle va pouvoir regarder, alerter un médecin aujourd'hui si elle voit un potassium qui n'est pas bon, bien entendu, par contre, analyser au sens propre du terme un bilan biologique au regard d'autre chose, ça c'est un acte dérogatoire et surtout décider la conduite à tenir.
Adapter les pauses de répit nécessaires, évidemment, c'est dérogatoire. Rédiger concrètement, rédiger, elle va remettre l'ordonnance, c'est la même opération. Appeler et évaluer l'état clinique à distance. L'évaluation clinique, qu'elle soit à distance ou en présentiel, est un acte dérogatoire, même si une infirmière peut avoir un jugement et a un jugement clinique, tant mieux. Voilà. Cet examen clinique orienté encore une fois sur l'insuffisance cardiaque. Conclure et rédiger les comptes rendus. Donc, ces comptes rendus dans les protocoles de coopération divers, si vous en avez vu d'autres, les comptes rendus sont souvent signés, in fine, la chute, c'est quand même que le médecin doit signer ses comptes rendus. Dans le protocole de coopération insuffisance cardiaque, le compte rendu peut partir directement de l'infirmière au correspondant. C'est pour ça qu'il faut être bien au clair, tous ensemble, sur la façon de rédiger ce compte rendu pour qu'il n'y ait pas de... C'est vraiment le... Voilà, qu'il n'y ait pas de surprise, on va dire, et que tout le monde soit bien à l'aise avec ça. Et rédiger donc les courriers d'orientation de la même façon. Je remets une couche sur le fait que les actes dérogatoires sont toujours exclusivement centrés sur l'insuffisance cardiaque. Vous avez vu qu'il y avait plein d'arbres décisionnels. Il y en a à peu près 8, 9 si on considère tous les effets secondaires, enfin les critères d'alerte aux délégants que j'ai pas mis ici, mais voilà, ça fait à peu près 9 fiches réflexes à avoir. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette formation de 7 jours qui est importante et qui permet en fait de maîtriser ces armes décisionnelles. Pour faire le pendant de ce que l'infirmière peut faire, c'est important de situer ce qu'elle ne peut pas faire. Et donc, la limite de l'autre côté, c'est que une infirmière, dans le cadre du protocole de coopération, évidemment, ne va pas faire le bilan étiologique de l'insuffisance cardiaque. Elle n'en a pas les compétences et elle n'en a pas, surtout pas la responsabilité et surtout pas non plus les compétences. Il faut être cardiologue avec quand même quelques années d'études, vous le savez. Les décisions de stratégie de prise en charge thérapeutique, donc à la fin de cette prise en charge, notamment de l'optimisation médicamenteuse, eh bien, il s'agit de repasser la main évidemment à un cardiologue qui va pouvoir poursuivre ces décisions de stratégie de prise en charge thérapeutique. Donc, j'ai donné comme exemple PMDAI parce que c'est caricatural, mais évidemment pas que, il y a bien d'autres choses que vous connaissez. Le traitement des comorbidités ou événements intercurrents. Donc, l'infirmière de protocole de coopération, il est hors de question qu'elle se mette à gérer la gastroentérite qui passe, même si elle a un impact sur une éventuelle décompensation cardiaque. Elle ne va pas gérer cette gastroentérite, elle ne va pas gérer une pneumopathie, elle ne va pas gérer la grippe, etc. Elle va renvoyer vers le médecin traitant, donc elle s'occupe de l'insuffisance cardiaque et de la décompensation. Ce qu'il faut retenir ici aussi, c'est que par conséquent, le fait qu'une infirmière de protocole prend en charge un patient à un moment donné de son parcours ne doit absolument jamais remettre en question son suivi habituel par le cardiologue et par le médecin généraliste. Je vous ai posé ici, donc s'il doit être vu tous les 6 mois, il sera vu tous les 6 mois par son cardiologue de la même façon. Après, c'est juste d'un point de vue, là, on va prendre la casquette de coordination de l'infirmière. Si son rendez-vous était prévu le mois prochain, alors qu'elle commence une optimisation, il est judicieux d'appeler le cardiologue et de voir avec lui si vous êtes d'accord avec moi, vous le revoyez plutôt dans 3 mois, comme ça je l'optimise et la boucle sera bouclée avec vous. Ce sera un peu dommage de perdre un rendez-vous précieux avec un cardiologue en plein milieu d'une optimisation alors qu'il va être vu tous les 15 jours. Donc là, on parle de coordination, mais le suivi doit continuer exactement comme il est censé être. Si c'est tous les ans, c'est tous les ans. Si c'est tous les 6 mois, c'est tous les 6 mois. J'ai posé la question ici du suivi IPA parce que justement, il va forcément s'intercaler aujourd'hui avec l'UNIPA éventuellement si le cardiologue travaille par exemple avec l'UNIPA, notamment en ville, pourquoi pas. Et donc, ça peut être le relais avec du coup cardiologue, IPA, cardiologue, et donc l'infirmière de protocole de coopération va se mettre au milieu de ce schéma-là. Cette figure que vous avez vue aussi la semaine dernière, pour la lire simplement, vous voyez qu'en bleu, c'est les délégants et en vert, c'est les délégués. Vous voyez qu'ils sont tout le temps l'un pas loin de l'autre. Donc, il y a les délégants. Les délégués sont toujours, même s'ils sont physiquement pas dans la même pièce, même si le délégant n'est pas dans le box de consultation, il n'est pas à côté de l'infirmière pendant qu'elle va téléphoner téléphoner avec le patient. C'est pas français ce que je viens de dire. En tout cas, vous voyez qu'ils sont tout le temps pas loin, intellectuellement parlant, l'un de l'autre. Et toujours, l'un doit savoir finalement un peu ce qu'est en train de faire l'autre, et en tout cas savoir où il est et comment il est joignable. Très important d'avoir ça en tête. Recommandation de bonne pratique. Donc, suite à tout ça, c'est qu'il faut avoir évidemment une bonne connaissance du cadre réglementaire dont on parle ce matin. Et vraiment, vraiment, il faut au moins le lire une fois,
J'insiste beaucoup parce qu'on sait très bien que on n'a pas le temps, tout le monde court et on ne va pas le lire. Lisez attentivement au moins une fois le protocole de coopération. Il faut que vous faisiez, enfin, comme si c'était le vôtre, comme si c'était vous qui l'aviez écrit. Il faut que ce soit clair pour vous. Atteindre un niveau, et quand je dis vous, c'est en équipe, quoi. Infirmiers, médecins et cadres. Atteindre un niveau de maîtrise des actes, des armes décisionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire repérer les événements indésirables qui pourraient arriver. Et ça passe par quoi? Ça passe par une formation qui est complémentaire du début à la fin. Donc, il y a le DU, il y a la formation protocole de coopération, pardon, il y a le compagnonnage, qui est la formation pratique, en fait, qui est vraiment la mise en pratique. Et tout ça est indissociable. Il peut se faire dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on peut commencer par le DU, et enfin dans l'ordre que c'est écrit là. Ça peut être totalement dans le désordre. On a vu tout depuis 3 ans, et ça se passe très bien dans tous les cas. Donc, il y a vraiment pas... il y a plein de raisons de prendre le sujet par un bout ou par un autre. En tout cas, aucunement attendre d'avoir toute la formation théorique pour commencer le compagnonnage. On peut tout à fait commencer le compagnonnage et en même temps faire les formations en parallèle. Pourquoi j'insiste sur cette partie-là, c'est que pendant le compagnonnage notamment, le but du jeu, si on veut, parce que ça va durer quelques mois, c'est d'acquérir le savoir-faire et savoir-être, c'est-à-dire le positionnement. J'insiste beaucoup en général auprès des infirmiers là-dessus. C'est un grand mot, mais c'est vraiment important dans le quotidien. Il y a un changement de posture. L'infirmier va devenir prescripteur. Et puis finalement, c'est quand même pas quelque chose qu'il a fait jusque-là. Et donc, autant pour les médecins, vous êtes formés dès le plus jeune âge à ça. L'infirmier, justement, il a appris à ne pas être prescripteur. Et donc, il y a une posture et une façon d'aborder les choses qui est quand même différente et qu'il faut intégrer. Repérer les spécificités de structure et de territoire. Pendant le compagnonnage, vous allez vous apercevoir que finalement, le cardiologue a sa vision de ce qui se passe autour et l'infirmier aussi. Et en fait, vous allez découvrir des choses que vous ignoriez alors que vous pensiez avoir une connaissance relativement correcte, voire bonne, de ce qu'il y a autour dans le parcours d'un patient, autour de vos structures. Et pendant le compagnonnage, vous allez découvrir tout un tas de choses. Voilà, vous allez aiguiser en fait votre vision et vos connaissances de ce parcours. Construire le binôme délégant-délégué, cette fameuse relation de confiance, et donc ça passe par le temps et l'expérience et les situations qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres et qui vont fixer en fait cette confiance qui est fondamentale. Définir une organisation délégant-délégué et développer les relations de travail fluides, ça paraît évident et ça va avec ce que j'ai dit tout à l'heure. En termes de recommandations, je vous ai parlé tout à l'heure de la présence et de l'absence de chacun. L'infirmier doit savoir où est le médecin doit savoir où est l'infirmier, comment le joindre, comment se joindre entre soi. Ça doit être assez simple, donc ça peut être comme une liste de garde où on sait, voilà, en tout cas, j'arrive lundi, je sais qui je vais avoir au bout du téléphone, dans les deux sens. Qui va répondre au patient, à quelle heure, etc. La simplicité des circuits, je suis quelqu'un qui pense, mais je vraiment pas la seule, et tant mieux, et j'espère pour vous aussi que simplicité rime souvent avec efficacité, donc soyez simple dans les circuits de communication, plus c'est simple, plus ça marche, en général. Là, je passe très vite, c'est juste que vous savez que sur cette slide, vous avez tous les textes de référence et les points importants en termes de gages de qualité sécurité autour de ce protocole. Ce dont on n'a pas parlé parmi tout ça aujourd'hui, c'est le comité de retour d'expérience. Au minimum, une fois par an, doit avoir lieu un comité de retour d'expérience. Et une fois par mois, si jamais vous ne vous voyez pas du tout, délégué pendant le mois, ce qui est quand même très peu probable, mais si jamais ça arrivait, vous devez une fois par mois faire un arrêt sur image et revoir à peu près 10% des dossiers des patients qui sont pris en charge dans votre structure. Les personnes ressources, cherchez souvent, enfin je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui ignorent en fait qu'ils ont ça autour d'eux, mais il y a souvent des référents protocoles de coopération, notamment et maintenant IPA, dans les directions de soins par exemple. En général, il y a quelqu'un qui porte cette casquette-là, il faut la chercher, il faut la trouver. C'est très précieux et c'est important pour toute la démarche qui va suivre. Il y a une communauté de pratique, on l'a lancée officiellement vendredi dernier. Donc, vous voyez, elle était en train de mûrir pendant toute l'année dernière. Et donc, on a fait une journée à distance avec les 30 formés de 2020 et 2021 vendredi dernier. Et donc, cette communauté de pratique est active. Déjà, elle était déjà assez active, mais là, elle est vraiment, elle réunit tous les infirmiers qui ont déjà été formés au protocole de coopération. Donc, il n'y a pas que ça s'arrête pas la formation, il y a une continuité.
et il y a un enrichissement mutuel et continu entre ces professionnels qui est très important. J'en arrive à la télésurveillance. Je regarde vite fait sur le côté s'il n'y a pas trop de questions. On continue. Donc, sur la télésurveillance, l'année dernière, j'avoue que j'avais pas été très loquace là-dessus, mais en fait, on parle quand même beaucoup de télésurveillance et donc, c'est important que vous situiez des choses si jamais vous n'en faites pas encore. Il y a plein de terminologies dans la télésurveillance. On y passe toute une journée pendant la formation. Ce qu'il faut repérer, c'est qu'évidemment, il y a des textes dans le Code de la santé publique. C'est celui-là, il a été modifié le 3 juin 2021. En termes de téléconsultation, il n'a pas été changé. Donc, ce qu'il faut voir dans tout ce qui est télémédecine, il y a 5 grands champs de la télémédecine. Et à chaque fois, c'est un acte, c'est un professionnel médical. Sauf depuis juin 2021, pour la téléexpertise où le mot médical a été remplacé par professionnel de santé. Et donc, un professionnel de santé qui n'est pas forcément médecin peut solliciter l'expertise d'un autre professionnel de santé. Donc, une infirmière peut solliciter l'expertise d'une diététicienne. De façon très concrète, je n'ai pas encore vu que ça se mettait vraiment en place, mais peut-être vous avez des expériences autour de vous, mais c'est une actualité qu'il faut avoir en tête. Évidemment, l'expertise d'un médecin, par contre, reste la demande de l'expertise d'un autre médecin. En termes de télésurveillance médicale, ça n'a absolument pas changé. Les textes n'ont pas changé aujourd'hui. Et donc, c'est bien un professionnel médical qui peut interpréter à distance des données, et je vous ai souligné les mots importants, et prendre des décisions relatives à sa prise en charge. Donc, on reste sur un acte médical et qui donc, si c'est fait par un infirmier, doit être dérogatoire de fait, et pour qu'il puisse être dérogatoire, doit faire l'objet d'un protocole de coopération. Deux socles à ne pas dissocier, du coup, quand c'est une infirmière qui va faire ce travail, c'est que d'un côté, il y a les textes de référence de la télésurveillance, c'est pour ça que j'ai fait un focus là-dessus. Donc, il y a tout le champ réglementaire de la télésurveillance. Le texte actuel, c'est l'arrêté du 23 décembre 2020, donc il y a eu 3 cahiers des charges qui se sont suivis. On va rentrer dans une nouvelle ère de télésurveillance qui va, normalement, on l'espère, rentrer dans le droit commun en 2022. Donc là, il va y avoir certainement une poursuite d'étapes pour ceux qui connaissent bien le sujet, une poursuite de ce programme étape jusqu'à l'été prochain. Et pendant, on va dire au cours du printemps, la HAS a pour mission de rédiger les textes de recommandations de bonnes pratiques d'usage de la télésurveillance. Donc, tout va être en train de s'écrire sur les 6 mois prochains. C'est une période quand même assez clé, je pense, pour la télésurveillance insuffisance cardiaque. Et donc, quand c'est l'infirmier qui le fait, eh ben, vous retrouvez ces fameux actes dérogatoires. Donc, une infirmière qui fait de la télésurveillance du début à la fin, elle doit avoir en tête l'arrêté du 23 décembre et elle doit avoir en tête, évidemment, tout son protocole de coopération pour poser l'indication, pour prescrire cette télésurveillance, pour décider de la conduite à tenir, pour assurer et assumer cette téléconsultation et en tirer les conclusions qui s'imposent, orienter ou prescrire à nouveau des bilans, etc., etc. Le cahier des charges étape, il décrit vraiment, c'est simplissime, surtout que maintenant, ils l'ont quand même réduit, il fait 14 pages, mais il faut le lire absolument. Tout est vraiment très précis. Ce qu'il faut situer ici, c'est qu'il y a 3 actes qui sont, enfin, une télésurveillance ne peut pas se faire sans 3 éléments, 3 actes indivisibles, on dit textuellement. Les 3 actes indivisibles sont la télésurveillance médicale. Donc, par exemple, un cardiologue ou un médecin généraliste pourrait orienter vers un cardiologue télésurveillant et il va prescrire « je souhaite que ce patient X puisse bénéficier d'une télésurveillance médicale ». Le suivi est forcément hebdomadaire, au minimum hebdomadaire. Donc, ça doit être écrit. La fourniture d'une solution technique doit être écrite également. Et l'accompagnement thérapeutique est aussi une prescription qui doit figurer sur cette prescription de télésurveillance. En pratique, si les équipes font tout ou partie de ces éléments-là, ils vont rédiger une prescription qui dit télésurveillance médicale qui sera assurée par nous-mêmes, si c'est vous-même qui avez inclus le patient et qui allez le télésurveiller. La solution technique sera avec telle société, l'accompagnement thérapeutique sera assuré par nous-mêmes ou assuré par cette solution technique parce que les 2 options existent aujourd'hui. Limite d'exercice d'étape, donc cette slide, pourquoi je vous l'ai mise en avant, j'ai souligné ce qui était en avant. Alors, je vous ai mis aussi les pages pour gagner du temps, parce que dans les cahiers des charges d'étape, vous avez tous les cahiers des charges de la BPCO, du diabète, etc. Donc, je vous ai mis directement les pages pour aller droit au but.
Donc, sur les pages 23 et 25, vous voyez que c'est un professionnel donc, de santé médicale qui peut inclure ce patient et donc il doit interpréter les données, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et réorienter. Il est précisé ici, vous voyez, qu'un infirmier peut assurer cette télésurveillance dans le cadre d'un protocole de coopération. On va arriver à discuter du coup des IPA. Aujourd'hui, dans les textes de télésurveillance, il n'y a pas la mention, il n'est pas envisagé qu'une infirmière de pratique avancée puisse assurer cette télésurveillance. Et inversement, dans les textes d'infirmières de pratique avancée, il n'y a pas mention qu'elles peuvent assurer de la télésurveillance. Donc pour l'instant, ces mots-là ne sont pas rejoints dans aucun des textes. Pour l'accompagnement thérapeutique, parce que je me pose un peu là-dessus parce qu'on n'en a pas trop parlé la semaine dernière. Donc, il y a 3 objectifs sur l'accompagnement thérapeutique et ce qui est important de voir, c'est que c'est complémentaire à l'éducation thérapeutique. Donc, si vous avez un programme d'éducation thérapeutique, ça ne remplace pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer sur les 2 tableaux en même temps, si je puis dire. C'est-à-dire que si votre patient est inclus dans un programme d'éducation thérapeutique, il va quand même falloir assurer 3 séances d'éducation thérapeutique qui sont obligatoires sur une période de 6 mois. Donc, ça ne prend pas non plus en compte la formation de la solution technique et les ateliers éventuels d'un programme d'éducation thérapeutique vont être complémentaires à ça, mais ne doivent pas le remplacer. Ça peut se faire en distanciel, en présentiel, ça peut se faire avec de la lecture, avec du téléphone, ça peut se faire sous toutes les formes. Par contre, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures, voilà, il n'y a pas de limite de temps ou de. Ce qu'il faut, au minimum, c'est qu'il y ait un message donc qui est dit élément clé de la SFC qui est mis, donc on va, pour faire simple, dire EPOF, EPON, donc au moins une de ces lettres doit avoir été abordée de façon conséquente pour que le patient reçoive ce message-là. La mise à jour du diagnostic éducatif au départ qui se termine avec une proposition d'objectifs pour ceux qui connaissent le champ de l'éducation thérapeutique, on dit SMART, c'est-à-dire simple, atteignable, individuel et pertinent. Et la traçabilité dans le dossier patient est une obligation. On doit retrouver le diagnostic éducatif et on doit retrouver la synthèse de chaque séance. Donc concrètement, ça peut se faire dans un courrier, ça peut se faire dans une synthèse in fine, enfin voilà. Il y a plein de façons de le faire, mais c'est bien important de situer que c'est obligatoire. Donc, vous avez compris, parce que je suis passée très vite, mais on peut passer une journée là-dessus. Il y a beaucoup de choses à intégrer dans la télésurveillance. Il y a tout le champ de la RGPD dont je n'ai pas du tout parlé ce matin, parce que c'est bien trop long. Mais ça fait l'objet du coup d'une journée complète à la formation au protocole de coopération. Il faut prendre le temps de ça. L'axe 3, du coup, on arrive au transfert de compétences. J'espère que ça va pour tout le monde et que c'est fluide. On me fait un pouce sur la gauche, donc je continue. Le profil de ces infirmiers de protocole de coopération. Alors, j'aime bien faire aussi un arrêt sur image là-dessus, parce que finalement, il faut vraiment se poser la question de qui va s'insérer dans ce protocole de coopération. Ça peut partir de l'infirmier qui a vu ça et qui a soumis cette idée parce qu'il a entendu parler de ça autour de lui. Ça peut être le cardiologue, parfois c'est le cas, ou c'est les 3 en même temps, enfin c'est très variable. Mais en tout cas, je pense qu'il faut se poser la question de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, ce qu'on doit être capable de faire et quelles qualités on a déjà requises, etc. Donc pour moi, un profil idéal d'un infirmier de protocole de coopération, c'est un infirmier de coordination dans l'esprit, c'est-à-dire savoir travailler en autonomie, savoir se positionner et entretenir un réseau. Et s'il ne le sait pas encore, en tout cas, il a une velléité à le faire et il a déjà un potentiel personnel pour pouvoir travailler surtout en autonomie, assumer en fait, se prendre en main. Un infirmier aussi d'éducation thérapeutique, dans quel sens? C'est-à-dire qu'il peut ne pas être aujourd'hui infirmier d'éducation thérapeutique, parce qu'il va apprendre à l'être. Par contre, il y a aussi des compétences initiales, ou en tout cas des qualités, savoir informer, avoir le sens de la pédagogie, c'est-à-dire avoir envie de transmettre, tout simplement. On s'est aperçu, dans les 45 infirmiers, il y a eu une fois, j'ai une infirmière en tête, qui s'est aperçue en fait que l'éducation thérapeutique, c'était pas son truc en fait, répéter tous les jours la même chose. C'était pas épanouissant, c'était quelque chose pour elle qui était lourd. Et donc en fait, il y avait eu erreur de casting typiquement là-dessus. Donc je vous transmets cette expérience. Donc il faut avoir envie de transmettre. Il faut aussi savoir se positionner dans une relation d'aide. On connaît ça dans le champ infirmier, ça fait partie des compétences infirmières, la relation d'aide. Mais il y a différentes modalités de relation d'aide dans ce cadre du protocole de coopération.
Parce que quand on va être dans le cadre d'une optimisation ou dans le cadre de la télésurveillance au moment d'une décompensation, évidemment, on n'est pas du tout au même niveau de cette maladie chronique et donc il va falloir s'adapter, avoir des proportions au renforcement positif et des envies et des souhaits et des idées sur ce qu'est un accompagnement, l'accompagnement d'un patient. Infirmière experte, ça paraît évident, mais c'est important de le situer. Et il faut se poser la question si cette infirmière, et l'infirmière doit se poser la question si elle a vraiment envie de s'expertiser, et c'est-à-dire avoir des connaissances vraiment pointues sur l'insuffisance cardiaque, sur les parcours possibles, pas que sur le protocole en lui-même, sur l'ensemble de la pathologie insuffisance cardiaque, parce que forcément, il faut qu'elle comprenne tout ce qu'il y a autour pour pouvoir bien prendre en charge le patient. Donc, ça demande du temps. Vous tous, cardiologues qui écoutez aujourd'hui, qui donc sont intéressés à l'insuffisance cardiaque, on sait que c'est aussi une hyper spécialisation. Donc, d'autant plus pour l'infirmière de protocole de coopération, elle va devoir se spécialiser, on va dire, sur un champ particulier, encore plus de la cardiologie, qui est l'insuffisance cardiaque. Donc, faut en parler de ça. Maturité et sens des responsabilités, c'est quoi? C'est savoir douter. C'est comment je gère mes doutes, comment je m'auto-évalue, est-ce que j'en suis capable, et entretenir sa confiance en soi, parce qu'évidemment, qui dit doute dit confiance en soi, sinon c'est dur au quotidien. Ça s'apprend, ça s'entretient, ça se cultive, enfin voilà, mais c'est important d'y penser pour travailler dessus tout simplement selon le niveau de départ, on va dire. Et enfin, un projet professionnel défini. On a vu aussi des infirmiers qui s'étaient engagés sur cette aventure et qui finalement se sont découragés parce que ça n'allait pas assez vite. C'est un processus long. Ça demande un investissement au quotidien. Encore une fois, on s'hyper spécialise, donc on ne s'engage pas pour 6 mois ou pour 1 an. On s'engage pour plus qu'1 an largement, parce que sinon, vous allez vous épuiser. Et donc, c'est une super belle aventure. Mais voilà, faut partir pour quelques années, quoi. Faut pas partir pour 6 mois, 1 an, sinon vous allez tous vous fatiguer. Ce petit mot, parce que je crois qu'on l'a pas vraiment explicité, mais c'est un mot c'est le mot de l'année, ISPIC. Donc, nombre d'entre vous ont cherché une terminologie commune en fait entre les infirmiers de pratique avancée, les infirmiers de protocole, mais qui ont pour point commun d'avoir une expertise dans cette insuffisance cardiaque. Et du coup, cet acronyme est apparu, infirmier spécialisé en insuffisance cardiaque, qui a pour objet, je l'ai mis là parce que on parle bien d'infirmiers experts qui vraiment sont à distinguer pour moi, par exemple, d'une infirmière. On peut prendre les infirmières qui font l'AMI 5.8, on en parlera tout à la fin, ou les infirmières Prado qui ont une formation e-learning qui leur permet d'avoir des compétences supplémentaires sur l'insuffisance cardiaque par rapport à une infirmière polyvalente, mais qui n'ont pas un niveau d'expertise. Là, une ISPIC ou un ISPIC, c'est un infirmier qui vraiment est pointu sur l'insuffisance cardiaque. 2 slides sur le champ d'exercice IPA. C'est pas l'objet du topo aujourd'hui, mais les questions sont nombreuses, c'est pour ça que je vous ai mis cette slide. Donc, que vous sachiez qu'il y a, il y a plusieurs textes de référence, mais le texte de référence qui décrit le champ d'action d'une IPA, c'est le décret du 12 août 2019. Les activités sont organisées, ce qu'il faut retenir, dans un protocole d'organisation. Là où il y a le protocole de coopération pour les infirmières de coopération, il y a le protocole d'organisation pour les infirmières de pratique avancée. Ce protocole d'organisation, c'est le document qui va permettre de comprendre où commence l'action de l'infirmière de pratique avancée et où il se termine. Il est propre à chaque équipe. Il est co-signé entre l'IPA et le ou les médecins référents de la structure dans laquelle elle travaille. Donc, c'est vraiment un document qui est local, qui est propre à chaque IPA et aux médecins qui sont présents. Si l'IPA change, si les infirmiers changent, il faut réécrire ce protocole ou en tout cas le revalider ensemble. Mais voilà, il est propre et donc il peut avoir plein de formes différentes. Il peut avoir le champ extrêmement large. Vous avez tout ce qui est écrit en dessous sur les possibilités de l'infirmière de pratique avancée. Et donc, elle peut être plus sur un versant de recherche, plus sur un versant clinique, plus sur un versant de prescription, de renouvellement et de suivi des pathologies, etc. L'IPA doit revenir vers un médecin lorsque ses limites sont atteintes, comme pour l'infirmière de pratique de protocole de coopération. Et donc, encore une fois, c'est le protocole d'organisation qui stipule ça. Et il y a la notion pour les IPA dont on parle là, qui sont en fait les IPA qu'on dit PCS, pathologie chronique stabilisée. Donc, le jargon, c'est IPA-PCS. Et ces IPA-PCS qui vont pouvoir prendre en charge des patients insuffisants cardiaques peuvent prendre en charge des patients insuffisants cardiaques stabilisés.
je vous ai mis du coup derrière une définition, la seule définition que j'ai trouvée aujourd'hui, parce que si vous en avez d'autres, je suis tout à fait preneuse et on est preneur pour les avoir, pour les diffuser, les partager entre nous tous, parce que les IPA concernées cherchent elles-mêmes cette définition. J'en ai trouvé une tout récemment dans la commission de la transparence pour notamment la DAPA qui fait forcément sujet avec les nouvelles recours européennes. Et donc il y a cette phrase, un patient peut être considéré comme stabilisé par son traitement lorsque les symptômes et les signes cliniques de l'insuffisance cardiaque sont inchangés depuis plus d'1 mois. C'est tel que l'a écrit la HAS dans cette commission de la transparence. Donc, moi, j'ai quand même envie de m'y fier, naturellement, puisque c'est la seule phrase que j'ai retrouvée d'un point de vue très officiel de la Haute Autorité de Santé. Et donc, est-ce qu'une IPA peut faire l'optimisation des traitements? Moi, ça m'interroge parce que, a priori, quand on optimise les traitements, il va se passer quelque chose entre le début et la fin de l'optimisation. Donc, est-ce qu'il va être stable pendant plus d'1 mois? A priori, non. En tout cas, c'est difficile de parier dessus. Et quand le patient est télésurveillé, s'il ne se passe rien, évidemment, il est stable. Mais s'il se passe une décompensation, il est plus stable. Donc, ça pose une vraie question. Et donc, la télésurveillance, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout en bas, la télésurveillance et orientation médicale ne sont pas mentionnées à ce jour dans les textes d'infirmiers de pratique avancée. Elles peuvent orienter, mais pas sur les champs, pas sur tous les champs, en fait. Alors, objectif de la formation, il faut faire une petite pause. Ouais. Donc, OK. Alors, du coup, il y a des questions et du coup, on va parler de la formation derrière. Donc, on peut peut-être poursuivre sur une table ronde et comme ça, on interrompt un petit peu à ce niveau-là. C'est déjà pas mal de questions. À tout de suite. Merci beaucoup Armelle pour ce topo. Donc on va passer à la table ronde. Je vois beaucoup de questions qui arrivent. Donc Sylvia, première question. Sur le plan réglementaire, la première question, Armelle, nous vient de Dijon. Madame Combe nous demande si le protocole, nous informe que le protocole national comprend des documents identifiés à PHP et nous demande si les documents locaux qui vont être utilisés dans les centres doivent être importés sur la plateforme. Alors, en termes d'arbre décisionnel, je ne sais pas si c'est ça. Par rapport aux arbres décisionnels. Je ne suis pas certaine de bien comprendre la question. Je pense que c'est pour l'adhésion au protocole. Alors, sur l'adhésion, je pense que, parce que vu d'où vient la question, on a échangé des mails. Donc, ce que j'ai transmis comme document type pour faire la déclaration, enfin, faire l'adhésion au protocole, c'est des exemples, effectivement. Après, il faut estampiller avec tous vos logos, etc. Donc, vous pouvez totalement vous les approprier, mais c'est le contenu. En fait, c'est un guide pour le contenu parce que c'est vrai que c'est un peu fastidieux et si vous ratez un des contenus, le dossier pourrait être toqué. C'est pas encore arrivé, mais donc voilà, c'est un outil clé en main, mais effectivement, vous pouvez, au contraire, il faut même vous les approprier avec vos propres logos en tête, etc. Si c'est par contre les arbres décisionnels, c'est autre chose. Les arbres décisionnels, ils sont socles du protocole de coopération, hein, donc là, pour du coup, téléchargeables. Ils sont téléchargeables, ils sont en ligne avec, voilà, sur Légifrance. Ouais. Légifrance, des protocoles de coopération. Et là, ils ne sont pas estampillés à PHP. Bah, si, c'est vrai que sur les arbres décisionnels, parce qu'au départ, ils étaient censés être en annexe. Donc, l'histoire entière, c'est que ces arbres décisionnels étaient au départ tous en annexe. Et en fait, ça devenait très difficile pour notamment les instances de vraiment comprendre, saisir les limites, etc. Donc, ils ont souhaité que les arbres décisionnels soient dans le corps du protocole de coopération. Et donc, effectivement, en bas de certains protocoles de coopération, on a le logo Henri Mondor, parce que c'est l'équipe promotrice. Mais en tout cas, c'est ces protocoles, c'est ces arbres qui sont, oui, c'est ces arbres qui sont là. Après, vous pouvez prendre l'arbre décisionnel et mettre, enfin voilà, vous l'appropriez. Hein. Mais par contre, l'ordre des choses ne doit pas changer, parce que ça, c'est ce qui a été autorisé pour le coup. Hein.
Il y a une question de Muriel Salva de Grenoble, je pense. Comment cotez-vous les consultations donc, des infirmiers et quel est votre business plan? Donc ça, on va peut-être à la Oui, fin. on va en parler à la fin. Ouais, on va en parler à la fin. Je vais vous présenter. Donc on fera ça lors de voilà. la prochaine table ronde. Et les derniers topos. Oui, voilà, on se la garde pour tout à l'heure. Par contre, on me pose des questions sur la formation. Donc on demande d'une part la durée de la formation des infirmiers et d'autre part si la formation est nécessaire même pour les IPA. Oui, alors du coup, je vais juste en parler juste après de la formation. Mais effectivement, un infirmier, vous avez compris, j'espère que l'infirmier de pratique avancée ne peut pas faire l'entièreté du protocole de coopération et évidemment, l'infirmier de protocole de coopération ne peut pas du tout faire le travail d'une IPA au global. Hein, c'est pas du tout, enfin, on n'est pas sur les mêmes champs en fait. Et donc, une infirmière de pratique avancée qui voudrait faire la télésurveillance du début à la fin, comme je vous l'expliquais, par exemple, hein, de la prescription jusqu'à la prise de décision finale sur une alerte et sur une décompensation avérée, il faudrait effectivement qu'elle fasse le circuit du protocole de coopération et donc le DU insuffisance cardiaque, ou en tout cas l'équivalent. C'est écrit l'équivalent. C'est un peu battu hein, pour que ce soit écrit ou équivalent, parce que à l'avenir, on ne sait pas tous les DU qui pourraient sortir ou tous les types de formations. Donc, s'il y en a qui veulent entreprendre une VAE DU insuffisance cardiaque up to you, ça servira à plus d'un. Mais voilà, en fait, il faudrait cocher toutes les cases du programme du DU insuffisance cardiaque. Pourquoi pas, selon vos parcours de formation, DPC, autres qui pourraient exister partout. Armelle, dans ton expérience, toi qui as vu beaucoup de C6 se monter via l'article 51 et tu as contribué à en monter beaucoup, au moins 8, hein, si je m'abuse, en plus de celle de Mondor, comment tu vois le rôle au quotidien de ces infirmiers sur leur temps de travail en fait, au sein de la C6 et comment ça s'organise en fait sur des infirmiers donc temps plein, temps partiel, comment ça s'articule avec d'autres activités? Parce qu'on voit, hein, chacun veut effectivement maintenant avoir son ISPIC, hein, donc, ça hésite entre protocole de coopération et IPA en fonction des possibilités dans chaque centre. Mais comment concevoir une véritable ISPIC qui est, comme tu l'as décrit, évidemment affiliée à ce protocole de coopération qui permet de faire la titration, la télésurveillance? Comment il faut concevoir la chose pour une équipe? Oui, c'est une question importante, effectivement, enfin même essentielle pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut une part de temps dédié. Alors, même si ce n'est pas à 100%, mais il faut qu'il y ait une structuration qui soit clairement identifiée comme étant un temps dédié à cette activité qui est une nouvelle activité. C'est pas, il faut vraiment, c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé d'organisation. Et on peut pas se dire quand on pourra la dégager du planning, elle le fera un peu. Ça fonctionne pas bien. Enfin, pour dire que ça fonctionne même quasiment pas. Ça marchote et ça épuise de faire comme ça. Donc, il faut au minimum qu'il y ait un temps. Donc, si on dit qu'on n'a que 20% possible à dégager, mais ce 20%, il est identifié et on sait que ça va plutôt être le lundi ou le mardi ou le mercredi ou le jeudi ou le vendredi, que sais-je. Mais en tout cas, ce jour-là, on sait que ça va être la journée pour cette infirmière ou ces deux infirmiers d'être sur le protocole de coopération et donc de faire concrètement la télésurveillance sur cette journée-là ou de faire leur consultation de titration. Il faut que ce soit quelque chose d'identifiable et d'identifié pour tout le monde, pour que l'infirmière, elle aussi, elle puisse s'organiser, parce que c'est épuisant de changer de rythme tout le temps. Enfin, les médecins, enfin, les cadres aussi. Enfin, c'est l'histoire aussi des hôpitaux. On est tout le temps en train de s'adapter, tout le temps en train de cumuler des rythmes différents. Mais là, on est sur un exercice qui est différent. Donc, cérébralement, c'est pas non plus la même attention. C'est pas le. Donc, télésurveiller, il y en a qui font de la télésurveillance entre 2 lits d'hospitalisation. C'est pas impossible. C'est pas rationnel en fait. Voilà, moi je vous invite pas à le faire parce que ça peut se faire, mais on peut pas construire une organisation là-dessus. Oui, on peut pas construire à long terme en fait. Exactement. À un moment, il faut vraiment dégager le personnel, ce qui est un enjeu majeur, on le sait bien, surtout après cette crise du Covid où le personnel a quitté les hôpitaux, mais il faut vraiment dégager ce personnel pour cette activité. Je crois qu'il y a un cadre quand même médico-légal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait de la télésurveillance, on doit l'accomplir, donc on ne peut pas arrêter de télésurveiller. Tout à fait. Et donc, effectivement, et c'est un argument majeur. Ouais. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, hein, c'est une activité en plus et effectivement, il faut le pourvoir en personnel, le pouvoir aussi le réaliser, quoi. Tout à fait. Et donc, vous qui avez monté ensemble cette structure à Mondor, quels mots-clés vous conseillez d'utiliser face à une administration pour justement dégager du temps paramédical pour monter ce type de structure? File active et montée en charge, et que s'ils veulent une file active avec une montée en charge qui soit rémunérée de façon intéressante pour pouvoir
faire valoir cette activité, il va falloir mettre du temps infirmier. Et qu'on ne peut pas mettre… un business plan, effectivement, dont on va parler tout à l'heure, mais je crois que c'est primordial, effectivement, de vendre la chose. Mais l'actualité faisant et tout ce qui se passe sur le sciences cardiaques en France, on va revenir tout à l'heure, fait que c'est le moment, en fait, d'aller voir son administration et de faire changer les choses, quoi. Et il faut comprendre aussi que les paramédicaux, je crois, quittent les unités classiques de soins, le lit, parce que ça devient effectivement très dur, mais que là, c'est le moyen de garder des personnels qui sont motivés, qui ont envie de changer, effectivement, et de trouver un nouveau métier. Et garder les patients de l'autre côté, à la maison, enfin, qui ne reviennent pas dans ce lit qui devient fermé quand même, malheureusement. Parce qu'il n'y a plus de place à l'hôpital, parce que des lits ferment, parce qu'il y a moins de personnes, etc. Donc, il faut bien trouver une solution dans tous les cas. Donc, c'est aussi des arguments, je pense, à mettre en avant. Mais il ne peut pas y avoir effectivement de télésurveillance sans une continuité et sans la certitude qu'il y aura un infirmier demain et après-demain. Voilà. Donc, sur Mont-d'Or, Armelle, tu peux nous expliquer comment marche justement la ventilation, parce qu'on a des infirmiers qui partent en vacances ou qui se mettent en congé maternité ou en arrêt maladie. C'est la gestion d'une cohorte, évidemment, enfin de professionnels. Qu'est-ce qui est privilégié entre consultation de titration, coordination, télésurveillance? Quelle est l'activité qui est maintenue en permanence? Alors, l'activité qui est maintenue en permanence, forcément, c'est la télésurveillance, puisqu'on ne va pas dire à un patient, écoutez, il n'y a plus personne pour vous télésurveiller, donc au revoir. C'est pas possible. Par contre, effectivement, il y a une anticipation à avoir dans la mesure du possible. Mais si on sait qu'il va y avoir un congé maternité, c'est de se dire qu'on va pas trop monter. Il va y avoir les congés d'été, par exemple. Donc, on va pas monter la file active au mois de mai de façon importante. Parce qu'on sait très bien que 2 mois après, il ne va pas y avoir le monde à bord. Donc, il y a une vitesse à appréhender qui est à peu près de l'ordre de 2 mois, je dirais. Faut avoir une vision de 2-3 mois d'avance en se disant attention, je freine ou j'accélère la file active, puisque une durée standard de télésurveillance, c'est 6 mois. Donc, après, on la renouvelle. Donc, on peut choisir de mettre fin en fonction on peut déplacer ce curseur chaque 6 mois. Et donc, par effet de rotation, on va dire, le bon rythme, c'est tous les 2-3 mois se dire attention, là, il ne faut pas trop qu'on augmente, là, on peut augmenter, ça va tenir, etc. Donc, on peut très bien, par exemple, augmenter, c'est assez facile d'imaginer augmenter de septembre, octobre, novembre, on ralentit un peu parce que l'hiver est tendu avec nos insuffisants cardiaques. Donc, on va ralentir vers novembre pour qu'en décembre, sur les périodes de fin d'année, ce soit gérable. On va pouvoir réaccélérer sur janvier, février et se recalmer sur mai pour passer l'été gentiment. Donc, ça s'appréhende au fil du temps. Et donc, la consultation de titration devient quelque chose, en fait, qui doit être modulé pour permettre le maintien de l'activité de télésurveillance. Donc, si vous avez 2 infirmiers, le top, c'est d'avoir 2 consultations pour chacun des infirmiers. Et puis, du coup, en fonction de qui est présent, comme les médecins, du reste, quand vous êtes en vacances, votre consultation est fermée. Il faut raisonner de la même façon pour les infirmiers de coopération. Pour leur consultation de titration, je pense qu'il faut vraiment raisonner comme vous, consultant cardiologue, quoi. Donc, encore une question sur la facturation et le business plan. Pour une structure libérale, est-ce que les consultations par l'IDE sont facturantes à la CPAM? Je pense que vous y répondrez. Oui, on va y répondre tout à l'heure. Et comment tu conçois la complémentarité entre IPA et infirmière de protocole de coopération dans le fonctionnement? Alors moi, je le conçois très bien. Je ne sais pas si j'ai été assez explicite tout à l'heure. Je conçois très bien sur ce que j'aime bien dire, c'est que pour moi, le protocole de coopération va très très bien entre un début d'histoire d'insuffisance cardiaque ou une rechute d'insuffisance cardiaque, donc sur une décompensation, une hospitalisation éventuelle. Et il faut remettre le patient sur des rails ou commencer à le mettre sur des rails. C'est comme ça que j'aime bien dire. Et donc le stabiliser. Et l'infirmière pratique avancée va pouvoir continuer sur la durée et faire en sorte qu'il reste sur ses rails. C'est vraiment le rôle pour moi de l'infirmier pratique avancée, c'est que le patient reste un maximum de temps sur ses rails de stabilité pour qu'il soit bien pris en charge, qu'il s'autonomise, qu'il comprenne sa maladie, l'accompagner au quotidien dans cette pathologie chronique qui est quand même grave et difficile au quotidien. Et donc, l'IPA, c'est sur la durée. Les IPA vont suivre des patients pendant des années, des années. L'infirmière de protocole de coopération ne va pas suivre un patient pendant 5 ans. Elle va le suivre tout au plus pendant 1 an, 2 ans. En toute logique, au-delà de 2 ans, elle est censée avoir passé la main parce que le patient, ou alors il s'est vraiment aggravé et ça va sortir de son champ de compétences pour le coup, ou alors il ne s'est pas aggravé et il vogue sa vie, quoi. Ce qu'il y a, c'est que
chacun doit définir effectivement pour l'IPA le protocole ad hoc à l'organisation du service. Mais la cardiologie, il n'y a pas que l'insuffisance cardiaque. Et on a envie, évidemment, quand on a une IPA, de le faire travailler sur toutes les pathologies cardiaques. Tout à fait. Et je crois qu'après, là, la complexité, en ayant vu un petit peu cette vision en France des différents modèles, c'est que l'IPA a un temps de travail hebdomadaire et que ce temps de travail est évidemment incompressible. Et la problématique est de savoir comment répartir l'IPA sur ces différentes spécialités et différents patients. Et ça peut être compliqué, effectivement, en fonction du nombre de patients en suivant cardiaque que vous avez, d'organiser le temps de l'IPA et pas de la mettre en burn-out à faire la télésurveillance, la titration, le cardiopathie ischémique, etc., etc. Surtout très vite, on voit après que l'IPA peut être morcelé en fait sur différentes activités. Et c'est compliqué quand même dans cette montée en charge de nouveaux métiers de l'accompagner sur toutes ces spécialités et avoir des protocoles d'organisation vraiment complets. Alors ceux qui ont des IPA, moi je crois que le protocole de coopération qui a été structuré, en fait, téléchargez-le et servez-vous-en pour faire votre protocole local, au moins sur la portion insuffisance cardiaque. Mais réfléchissez vraiment à comment aider votre IPA, adapter ce qu'elle peut faire pour l'insuffisance cardiaque, parce qu'évidemment, on a très envie que les IPA fassent de l'insuffisance cardiaque, mais faites attention et soyez vigilants, à mon avis, à pas la... C'est-à-dire, si vous faites la télésurveillance, la consultation de titration, plus tout le reste, plus la cohorte de patients chroniques à suivre, en fait, il faudrait 10 IPA par service. Et c'est aussi que l'IPA, si une structure mise sur une infirmière de pratique avancée, parce que pour le coup, ils misent dessus, parce que c'est pareil, il n'y a pas de subvention particulière aux actes. Il n'y a pas des actes IPA financés. Je parle par exemple d'une structure publique. Donc, il va falloir que la structure mise dessus, elle va avoir des attentes qui vont être de l'ordre de la recherche, de la montée en compétences des infirmiers dans les services, de travailler en transversal sur des parcours de soins, etc. Il va y avoir des attentes importantes des directions sur ces infirmières de pratique avancée qui ne sont pas que de la clinique pure d'une cohorte de patients. Et ça, c'est vraiment quelque chose à identifier aussi. Dans le protocole de coopération, la question ne se pose pas, parce que le but est purement et uniquement de faire de la clinique et de gérer une cohorte de patients. Il n'y a pas d'autre sujet. S'ils font autre chose, c'est tant mieux, c'est en plus, comme peut le faire tout infirmier ou cadre ou médecin, parce qu'il va donner des cours, parce qu'il va transmettre son savoir. Mais il n'y a pas d'attente. L'attente, c'est de gérer une cohorte pour un protocole de coopération, alors qu'une IPA, non, il peut y avoir beaucoup plus d'attente, parce qu'elle a fait 2 ans de master, qu'on a misé quand même sur elle, il y a eu un investissement, et il va y avoir des attentes de recherche, de formation, etc. Mais ça démontre que les administrations peuvent s'engager tout à fait sur des nouveaux postes, sans forcément de retour financier. Aussi. Donc, effectivement. Tout est possible, quoi. Pour revenir aux questions administratives, on demande si les protocoles locaux doivent être déclarés aux ARS. Oui, alors les protocoles locaux, non, ils ne sont pas déclarés aux ARS, en fait. Alors, c'est une question, il faut que je vérifie. Ça dépend si c'est pour le protocole de coopération ou l'IPA, j'imagine. Non, je pense que c'est le protocole de coopération. Pour un protocole local, moi, pour moi, il ne doit pas être déclaré. Mais alors là, vraiment, vous mettez le doute. C'est une très bonne question. Parce que c'était le cas avant, effectivement, il fallait déclarer à l'ARS dans tous les cas. Mais maintenant que c'est validé que par la CME, je ne crois pas, mais je n'en suis pas certaine et je vérifierai. Et je vous transmettrai. C'est une très bonne question. On a vu, effectivement, on est en train de faire un protocole de coopération sur l'amylose et effectivement, ça remonte via la direction hospitalière, en fait, qui doit donner son go. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est vrai que la question, c'est qu'effectivement, la validation, elle est locale par la CME, locale, quoi, et la direction. Mais effectivement, il doit quand même y avoir peut-être une déclaration sur la plateforme dont je vais vous parler tout à l'heure. Je pense que oui. En tout cas, c'était le cas jusqu'à maintenant. Dans le champ, quand nous, on y était avec la modalité HAS. Donc, je pense que oui. Si votre question porte sur la création d'un protocole qui serait local à votre centre, et donc, en l'occurrence pas le protocole de coopération en sens cardiaque, on n'a pas la réponse, mais on va la chercher. Mais voilà, et a priori, je pense que oui. Et donc, si vous pensez que vous allez couper à toute la démarche administrative ARS, je ne pense pas. Voilà, si c'est ça si l'objectif, c'est de gagner du temps administratif, je ne crois pas. Mais je vais vérifier. L'organisation sur l'insuffisance cardiaque, on vous conseille vivement de vous mettre dans le protocole national, parce que le travail a été mâché. C'est pour ça qu'on l'a fait. Honnêtement, c'est fastidieux. Mais vous pouvez le faire. Mais vous allez, c'est du temps. Mais par contre, votre adhésion au protocole de coopération en sens cardiaque, oui, effectivement, il faut y adhérer formellement
pour pas être Oui. dans le cadre d'un exercice illégal de la médecine pour les soignants à qui vous délégueriez Bien sûr. vos tâches. Et dans cette question où je suppose qu'il y a du coup une réflexion très intéressante dans une des salles que j'ai eues, qui est quels actes dérogatoires on a besoin. Donc sûrement, si vous vous posez la question, c'est que vous avez d'autres actes dérogatoires peut-être en tête. Regardez bien, parce que les protocoles de coopération fleurissent vraiment chaque année, beaucoup. Et dans le champ de la cardiologie, il y en a quand même plusieurs. Il y a le protocole de coopération échographie, par exemple. Donc, regardez ce qui existe pour ne pas refaire ce qui existe déjà. Et vous pouvez adhérer à plusieurs protocoles de coopération. C'est pas au contraire. Enfin, vous pouvez complètement cumuler plusieurs protocoles de coopération, mais réécrivez pas ce qui est déjà écrit. Ce serait dommage. On vous propose peut-être de faire une pause et puis on reprend après. On va laisser souffler Armelle avant de rattaquer. Et vous aussi. Merci à tous. À tout de suite. Merci à tous.